612 chevaux, 850 Nm dans ce V8 4 litres Mercedes de la E63S AMG. Bon, bah il y a un paquet de trucs à dire sur cette voiture, évidemment, notamment son clignotant gauche. Habituellement, les bruits de clignotant, ça m'agace. Voie de gauche, clignot gauche en permanence, c'est tout de suite vite agaçant. Là, le clignot, il est hyper agréable, hyper discret, tu l'oublies directement. Et puis le V8 fait tellement de bruit que de toute façon, tu l'entends plus. Tu le laisses en permanence. En fait, c'est une option d'origine, il est enclenché. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Enquête. Où je cherche en fait un petit peu la voiture parfaite à mes yeux. On va regarder un petit peu si ça fonctionne aussi bien que c'est écrit, parce que sur le papier, ça a tout de bien. Le Rupteur à 7000 tours sur un biturbo, ça s'arrête jamais. À l'époque, elle était plus puissante que l'AMG GTR que AMG avait sorti. Bah oui, c'était une classe E. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, ils ont pété un boulon dans cette bagnole et elle est sous-cotée très clairement, donc il faut que je vous en parle. Cependant, plusieurs petites choses. Le déboîtage en règle, sans aucun clignot, évidemment. C'est une BM. Hop là, comme ça, on commence direct dans les commentaires, vous n'hésitez pas, on y va. Aujourd'hui, cet épisode est un petit peu particulier parce que nous allons aller à un moment donné en Allemagne pour faire de l'autobahn. Parce que cette voiture, vraiment, vous allez voir, c'est pour ça qu'elle a été créée. C'est son objectif, autobahn killeuse. Alors d'ailleurs, ce qui est intéressant dans cet essai et qui le rend aussi un petit peu particulier, c'est que dès que ce sera possible, je le ferai. Bon, je peux pas tout le temps, vous allez comprendre pourquoi. Ce véhicule, je l'ai eu plus d'une semaine. Ce qui me permet, comme dans l'ancien Top Gear UK, de bien mieux cerner la voiture et donc de bien mieux cerner le positif et le négatif de celle-ci pour mieux vous en parler. Je l'ai pas qu'une journée sur un essai comme ça, comme habituellement. Là, vraiment, cette voiture, j'ai pu la rouler et j'ai pu avoir des habitudes avec pour vraiment me rendre compte de ses qualités et de ses défauts. Et je trouve que c'est important, donc je vais essayer de m'orienter au plus possible vers cette formule-là, entre guillemets. Donc là, vraiment, ça fait déjà une bonne grosse semaine que je la roule et j'ai plein de trucs à vous dire. Soft close. Il y a soft close. Et oui, parce que sur toutes les classes E, il n'y a pas le soft close. Mais comme à l'accoutumée, avant de parler de cette E63S précisément, qui est pas là pour rien, puisque je la trouve plus que sous-cotée, mais aussi parce qu'historiquement, elle a un très grand sens dans l'histoire de Mercedes. Parce qu'étant un milieu de gamme chez Mercedes, elle a été la plus grande vente de Mercedes. La classe, toute génération confondue, évidemment. On est à plus de 10 millions d'exemplaires vendus depuis 1993. Pourquoi 1993? Parce que c'est là où est née l'appellation classe E chez Mercedes. On parle beaucoup de Porsche, on se moque beaucoup de Porsche qui met des noms aléatoires un peu partout, qui rendent leur gamme absolument imbitable. Et bien Mercedes ne sont pas en reste là-dessus, très clairement. Entre la classe A, la classe B, la classe C, la classe E, la classe S, la classe G, la classe R même on a eu, et d'autres classes encore. Et toute cette folie des classes a commencé en 93. Mercedes, à cette époque, avait quasiment systématiquement appelé ses véhicules par des numéros, des nombres avec un type. Et notamment, celle qui s'est transformée en classe E en 93 était la type 124. Avant, on avait la 190, qui s'est, elle, transformée à la même époque en classe C, parce que personne ne comprenait rien. Bon, je sais pas s'ils comprennent mieux. Mais en tout cas, maintenant, on a quand même l'info qu'une classe S, c'est au-dessus d'une classe E, qui est elle aussi au-dessus d'une classe C, qui est elle au-dessus d'une classe B, qui est au-dessus d'une classe A. Hop là, eh oui, le cirque Zavata, on l'a. Et en fait, le besoin chez Mercedes de créer un peu cette classe E et de vraiment hiérarchiser les gammes, elle est quand même marketingement très intelligente, puisque les gens ne savaient pas exactement avec les chiffres, les numéros, où se situer dans la gamme Mercedes. On savait juste que Mercedes, c'était des berlines un petit peu pompeuses et qui étaient assez ostentatoires. Et là, on voulait se rendre plus accessible, et pour se rendre plus accessible, il fallait hiérarchiser les gammes. Et donc, c'est pour ça que la 190 est passée en classe C, l'entrée de gamme, entre guillemets, qui était déjà des berlines un peu luxueuse, la classe E, qui est l'intermédiaire, puis la classe S, qui est la plus grosse berline, le porte-étendard de chez Mercedes, en termes de confort. Sauf que chacune, au fur et à mesure de son histoire, s'est tissé un petit peu une vraie composante principale, à savoir la classe C, qui est l'entrée de gamme, mais qui est un peu plus polyvalente, et beaucoup plus compacte en termes de gabarit, tout simplement. C'est aussi comme ça que la gamme s'est hiérarchisée. Classe C est plus petite que la classe E, qui est plus petite que la classe S, tout simplement. Et donc, la classe C, qui était l'entrée de gamme, allait du coup plutôt servir à des familles, c'est pour ça qu'elle a existé en break, mais allait être confortable, mais plutôt sur une déclinaison un peu sportive, pour rajeunir la gamme Mercedes, notamment avec la 190, qui était déjà là pour ça, puisque 190 Evo 2, on avait fait un essai à l'époque, qui était vraiment là pour montrer que Mercedes savait aussi faire du sport et n'était pas que des chaussons de grands-parents, parce que c'était quand même l'image que Mercedes se traînait depuis un moment. La classe E, elle s'est quand même longtemps traîné cette image aussi, et même encore plus que la classe C, puisque la classe C, grâce à la 190, était classifiée directement dans le côté plus sportif. La classe S, elle, était déjà de toute façon classifiée
classifiée dans la catégorie confort max. Et en fait, il y avait la classe E au milieu. Et pourquoi pas adjoindre un petit peu de la classe C, donc de la sportivité, un petit peu du confort de la classe S, et le mettre sur une gamme intermédiaire pour faire le meilleur des deux mondes. Alors à la base, l'objectif grâce à ça, c'est de toucher plus de gens. Et c'est globalement réussi. Sauf que pour ça, bon, il faut quand même faire des économies, tout ça. Et donc rapidement, on enlève de la W124 tout ce qui fait de la W124 la W124, à savoir les chromes, le beau cuir. On la rend plus accessible. Historiquement, ça a fonctionné. Donc je ne peux pas juger un choix marketing qui a marché. Hein. Mais c'est quand même la classe E, quoi. Et c'est peut-être aussi ça qui a fait que, oui, ça a fonctionné, mais du coup, les gens se sont dit, la classe E, c'est la classe E. Classe C, je sais que potentiellement, dans ma tête, c'est que c'est un véhicule que mes parents auraient pu acheter à l'époque, puisque plus accessible, même si on reste déjà dans des belles berlines luxueuses, comme chez Audi une A4, comme chez BMW une série 3. C'est l'entrée de gamme dans ce milieu-là des marques allemandes. En plus de ça, avec le porte-étendard C63 qu'on connaît tous maintenant, la classe C, on la connaît, on sait ce qu'elle vaut. La classe S, elle n'est plus à présenter, alors elle est parfaitement inaccessible pour la plupart d'entre nous, mais on sait ce qu'elle veut dire. C'est le luxe suprême, le confort suprême. La classe E, oui, pour moi, c'est la voiture d'un papy. Voilà, fin. Mais je vais pas tirer sur l'ambulance, puisque quand même dès le début, on savait s'amuser. Puisque la classe E, en W124, a existé en E500. La E500 a été développée avec Porsche. Avec un V8 5 litres de 300 chevaux, 326 chevaux. Pour l'époque, ça commençait à causer, et c'était plutôt... hop là, je cherche un mot. Suffisant pour arpenter les autobahns allemandes. On y vient à AMG, eh bien à l'époque c'était un petit préparateur indépendant. Et il a décidé de faire une E60. Alors 60 pourquoi? Parce que 6 litres. Voilà. Et puis du coup on passait à 381 chevaux. Et du coup évidemment ça a plu. Hein. Alors aux 12 très riches qui ont pu l'acheter, ça a bien plu et ça a fait une belle image. Et les gens ont voulu en acheter plus. Et ça c'était en 94. Hein. Alors mon année de naissance déjà, donc je suis né vraiment trop tard, ça c'est clair. Et puis du coup ça veut dire que c'était un an après seulement la refonte de la gamme. Donc ça va vite quoi, ça va vite. Bon, et puis le temps passe, les voitures se vendent, on passe à la génération d'après la W210, qu'elles se vendent globalement très bien en motorisation classique, notamment avec le diesel pour le marché européen. Mais là on va s'intéresser à AMG qui donc s'allie à Mercedes pour faire la E55 AMG. Et puis nous arrivons à la W211 avec ça y est, la vraie appellation E63. Et puis la génération d'après W212, on se retrouve avec la E63S. Je voudrais juste qu'on prenne une minute de silence. Déjà, pour cette configuration allemande, je la trouve d'une dignité. Normalement, si vous regardez un petit peu le marché des E63 et même des E63S que vous avez vus sur les rassos dans la rue, etc., systématiquement déjà, elles sont en jante noire. Et puis, il y a AMG partout. C'est-à-dire que normalement, ici, c'est même créé pour... Il y a la place pour le V8 biturbo écrit ici. On a les sigles à l'arrière avec marqué E63S, souvent d'ailleurs mis en noir. Souvent, les échappements sont chromés, histoire qu'on les voit bien. L'objectif, c'est qu'il y ait marqué AMG partout et qu'on le sache que tu as une E63. Et le monsieur qui a acheté ça en Allemagne, lui, il en avait rien à branler. Lui, l'objectif, c'était littéralement d'aller le plus vite possible au bureau et sans que ses salariés le jugent. À mon avis, il s'est fait trahir 2 ou 3 fois en cold start. Vraiment, t'as juste l'impression que c'est une classe E normale de grand-père. C'est le sleeper ultime. Les jantes sont d'origine AMG. C'est juste que personne les prend parce que tout le monde préfère les jantes noires. Ça, je comprendrai jamais vraiment d'ailleurs. Je déteste ça. Donc oui, évidemment, il y a 2-3 petites choses qui peuvent trahir si tu as l'œil. Tout est élargi globalement. Les ailes arrière, surtout les ailes avant, on les voit bien d'ici. Bon, et puis par exemple... la petite filouterie, cette petite excroissance en plastique qui en fait, vous devez le savoir puisque c'est présent sur beaucoup de modèles, en fait en Europe on n'a pas le droit d'avoir un pneu qui dépasse de la carrosserie ou une jante, peu importe, en termes d'homologation ça passe pas, c'est trop dangereux. Et donc à l'avant on a bien l'aile qui élargit suffisamment pour que le gros pneu se mette dans le passage de roue et ne sorte pas. Le problème c'est qu'à l'arrière c'était trop large. Du coup ils ont mis ce petit bout de plastique qui fait qu'à l'homologation ils mesurent, ça dépasse plus, c'est bon. Et évidemment les 4 trompettes de la mort avec marqué AMG dessus, bon ça... Mais ils les ont mis en noir quand même pour pas qu'on les voit trop. Un dernier truc, si tu as vraiment l'œil, tu peux voir à travers le pare-brise de loin, non pas cette teinte magnifique au soleil, on verra tout à l'heure, mais les baquets que personne prend ailleurs et qui sont même pas disponibles dans une classe E basique quoi en fait. Bon, évidemment, c'est quand même à l'intérieur que se trahit le plus gros du AMG finalement, puisqu'il y a du carbone
partout. Évidemment, sur le volant, il est écrit AMG. Évidemment, sur la console centrale, il est écrit AMG. Évidemment, sur les sièges. Je vais très rapidement vous parler de ça parce que je trouve ça important quand je vous parlais de polyvalence. On est tous là pour ça, on le sait. Hein. Ça va rouler, vous inquiétez pas. Parce qu'en fait, cette voiture, c'est Auto Premium Chantilly qui la prête et on est allé la chercher avec eux en Allemagne. Donc, bon, on en a profité, voilà, tout simplement. Ces voies de gauche, ça dégage. Ce qui est intéressant, c'est que la voiture est longue. Soit, mais moins longue, par exemple, que le Range Rover que j'avais, qui lui avait moins de place à l'arrière, moins de place dans le coffre. Comment se fait-il que dans cette voiture moins longue, j'ai plus de place à l'arrière? Moins de confort, il est vrai. Mais plus de place à l'arrière et plus de place dans le coffre. Vous savez optimiser. Alors c'est sûr, par contre, vos sièges sont... Alors là, en termes de confort à l'arrière, et puis, alors pardon, hein, l'accoudoir central, faut arrêter de nous foutre des accoudoirs centrales comme ça. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Vaut mieux pas en mettre. Bon bah j'y vais moi, hein. Bon alors quand on prend place dans cette E63, on commence évidemment par découvrir le mode confort, qui n'en a que le nom. Pourquoi? Parce que ce véhicule est doté de l'option baquet. Oui, car on avait la possibilité d'avoir les sièges confort. Alors ça ne changeait rien aux suspensions, hein, mais au moins on avait un petit côté canapesque. Bon bah là ils ont pris l'option baquet. Alors option baquet quand même réglable, hein, vraiment électriquement. Ça n'aide pas du tout à la fermeté car d'origine cette classe E63S bah, en fait est dotée de suspension pilotée, oui, mais alors réglée extrêmement ferme, même en mode confort. Mercedes, il y a un truc qu'ils adorent faire et j'ai beaucoup de mal avec cette mentalité, c'est te rappeler que tu n'as pas la plus grosse, alors que tu as la plus grosse. Fondamentalement, quand tu achètes la E63S, tu as la plus grosse des classes E. Eh ben non, eux ils veulent que tu te rappelles, non monsieur, vous n'avez pas la classe S. Et vous n'avez pas la classe S 63. Et ça, ils te le rappellent puisque ça manque de plein de petites choses. Et notamment, évidemment, là, de confort. Très clairement, hein, ils t'ont bien fait ressentir que si tu voulais du confort, fallait pas prendre cette classe E, en fait. Fallait prendre la classe S. Là, le temps de rejoindre des endroits qui permettent de libérer un peu ce moteur, bon bah je suis dans une conduite en ville, et bah, ça consomme quoi. Hein. J'ai un référentiel effectivement, puisqu'à la maison j'ai un Range en V8 aussi, 5 litres. Et globalement, bon bah, il consomme, hein, évidemment, puisque le truc il fait 3 tonnes. Donc je suis clairement à une moyenne de 13 litres, 13-14 litres au 100. Bon bah le problème c'est que là je suis au-dessus et que bah, j'ai un V8 4 litres, mais avec beaucoup moins de poids, hein, puisque je fais à peine 2 tonnes. Il y a une tonne qui est partie quelque part. On a un V8 moins gourmand, hein, il est réputé pour être moins gourmand, mais effectivement c'est un biturbo. Et bon bah du coup, il y a un moment, bah, ça consomme quoi. Hein, donc là j'essaie d'être économe, hein, vraiment. Je suis en mode confort. Nous sommes actuellement à 19 litres 1. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous. Il y a eu une petite accel ou deux sur le trajet. Donc ça a pu légèrement augmenter. Mais ça n'a pas augmenté de 5 litres. Hein, parce que là, c'est quand même gargantuesque comme consommation pour un véhicule de tous les jours. Hein, parce que la classe E, break qui plus est, se veut vraiment être un véhicule utilisable. Quoi. C'est pas un véhicule de week-end. Vous l'entendez peut-être et peut-être même que vous le voyez un petit peu à la caméra. Les suspensions. Hein. Je veux pas imaginer en Sport Plus. Hein, parce qu'évidemment... Vous vous rendez compte? Tellement ça tape. Que je me fasse couper dans ma phrase tellement le choc pour mes lombaires a été costaud. Non, c'est bien, tous les matins. Et là, on n'est pas en cold start. Hein. Là, on est chaud. Et d'ailleurs, très intéressant à savoir, pour le coup, toutes les voitures ne l'ont pas, et même toutes les sportives ne l'ont pas. Nous avons la possibilité d'avoir au tableau de bord la température de l'huile moteur, ainsi que la température de l'huile de boîte, ainsi que la température de chaque pneu individuel, et leur pression. Les chiffres sont bleus quand c'est trop froid et rouge si c'est trop chaud. Et pour le coup, ça pousse vraiment l'utilisateur à ne pas taper dedans quand c'est froid. Encore plus que dans une voiture où tu as juste la jauge de température et bon, bah quand c'est au milieu, a priori, c'est que c'est bon. Alors tout de suite, je vous le dis, hein, puisque je l'ai eu plus d'une semaine, la bagnole, je commence déjà à savoir les trucs qui au quotidien peuvent saouler le propriétaire. Comment vous dire? Le putain de start-stop qui est enclenché en permanence, même en mode Sport Plus. Arrêtez! Tu m'étonnes qu'ils l'ont mis comme ça et aussi intrusif, hein, vu la consommation. Pour la pollution, ça devait pas passer le cycle, donc ils ont dû mettre... on coupe le moteur dès que possible, s'il vous plaît. Quel enfer, c'est simple. Dès que tu montes dans la voiture, tu as un combo à effectuer, parce que tu veux rester en mode confort, parce qu'on n'est pas des bêtes. Mais tu veux quand même, t'as un V8, tu veux quand même l'entendre, et tu veux pas ce start-stop de con. Donc dès que tu arrives dans la voiture, tu démarres, et systématiquement, tu dois appuyer sur désactiver le start-stop et ouvrir l'échappement. Donc on est en plus ou moins statique avant de rouler fort. Là, j'ai fait une manœuvre pour me garer. Ça m'a rappelé que y a un truc horripilant avec le sélecteur de vitesse, puisque ce n'est pas comme dans beaucoup de voitures européennes, où en fait les sélecteurs sont globalement situés dans cet endroit de l'habitacle. Même si c'est une boîte automatique, 9 rapports au passage, eh bien tu as le sélecteur juste ici.
te permet donc en le baissant de faire ta marche avant et en le montant ta marche arrière. Sauf que le fait de l'avoir mis ici crée plusieurs problèmes, notamment le fait que personne n'a l'habitude qu'il soit ici, sauf les Américains, mais ça c'est autre chose. Et en vrai, les Américains ils ont plutôt l'habitude à ce qu'il faille bouger quelque chose quand même, il y a des crans, il y a quelque chose. Là il n'y a pas de cran, c'est comme un Komodo d'essuie-glace. Je me rends compte qu'il faut que je remette mes lunettes de vue parce que sinon c'est pas très poli, je vous regarde pas dans les yeux, tu vois. Et bien plutôt que de décider de ne pas continuer à faire ça puisque tout le monde se trompe, eh bien ils ont décidé d'y mettre plein de sécurités. Sauf que ces sécurités, par exemple l'une d'entre elles fait que à chaque fois que tu veux passer de la marche avant à la marche arrière, donc dans une manœuvre par exemple, il faut appuyer très fort avec insistance sur le frein pour que la voiture soit bien sûre que tu voulais effectivement bien changer le rapport. Alors attention, hein, c'est des petits détails dont je vous parle, hein, mais des détails qui au quotidien, quand tu es en pleine manœuvre, sur un petit parking, devant tout le monde, tu passes ta marche avant, puis ta marche arrière pour faire ton petit créneau, tu as appuyé sur le frein vite fait, tu as passé ta marche arrière, mais pas passé la marche arrière. Tu as eu l'impression, hein? Mais non, 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 c'est juste ta marche avant qui s'est désengagée, donc elle est en neutre. Voilà, et tout le monde te regarde, hein, évidemment, puisque tu n'as pas un litre 2 DCI. La boîte de vitesse, parce qu'il faut qu'on en parle, puisqu'elle est retravaillée par AMG, c'est la AMG Speedshift MCT, comme Multi-Clutch Technology. Donc c'est en fait tout simplement plusieurs embrayages, quoi, qui viennent pouvoir préparer les vitesses suivantes. Le multiple embrayage te permet d'avoir ces à-coups lorsque tu es en mode sport et d'en avoir moins en mode confort. Néanmoins, c'est pas un convertisseur. Hein. Dès que tu fais un rétrogradage première, deuxième, encore une fois dans des manœuvres ou dans des petits villages comme celui-là, des moments, elle sait pas trop où elle est et du coup, c'est pas parfait. Par contre, en mode sport, c'est très efficace. C'est intéressant, vous m'entendez peut-être lever le ton. Et oui, parce que ça y est, on est sur une route à 90 et bon bah on a des bruits de roulement parce qu'on a des jantes énormes qui donc ne permettent pas d'avoir beaucoup de pneumatiques qui pourraient encaisser un petit peu tout ça. Donc c'est bruyant, même si c'est bien insonorisé puisqu'il y a un système son incroyable, Permeister, qui te permet vraiment de profiter de tes musiques préférées dans ce truc-là. Après, le V8 c'est quand même la meilleure, donc globalement tu la mets jamais quoi. Hein. Mais excusez-moi, je m'égare. Tout ça pour vous dire que la sonorisation étant très bonne, bon bah il y a quand même un problème. Hein. Ce châssis, waouh, c'est là. Hein. Entre la boîte automatique très bonne en mode sport et les roues hein, qui passent toute la puissance au sol, bah il y a un système important, hein, le 4MATIC, que vous avez déjà sûrement déjà entendu chez Mercedes, sauf que là c'est le 4MATIC Plus qui a été retravaillé par AMG. Et en fait ce qui est intéressant avec ce système 4MATIC Plus retravaillé, déjà plutôt que de faire un 60-40 ou un 50-50 en termes de puissance pour passer de l'avant à l'arrière, eh bien nous pouvons débrayer 100% l'avant, c'est-à-dire qu'il y a 100% de la puissance à l'arrière. Donc ça en devient une full propulsion avec 612 chevaux. Et puis évidemment, ils ne l'ont pas retravaillé que là-dessus, ils l'ont retravaillé pour pouvoir notamment distribuer la puissance correctement de droite à gauche, ce qui permet selon les modes de très bien s'adapter au revêtement, au type de conduite et évidemment au dynamisme que tu veux mettre. Oh, le claquement au passage de rapport. Alors évidemment, une voiture qui s'élance assez vite, c'est super. Cela dit, ça crée un problème. C'est qu'il faut l'arrêter cette voiture. Et alors, ça tombe plutôt bien, puisqu'en plus de l'option échappement sport qu'on a, que vous venez d'entendre, on a aussi l'option carbone céramique sur cette E63S, qui n'est pas normalement dotée d'origine. Hein. C'est vraiment une option que tu peux prendre si tu le souhaites. Qui ne la prend pas? C'est inconscient. Vraiment, hein, là, ça va beaucoup trop vite. Il faut l'arrêter l'auto. Le problème, c'est que il faut qu'il soit chaud pour qu'il soit efficace. Si tu te réveilles un matin en te disant, tiens, je vais prendre 200 sur l'autobahn, et que d'un coup quelqu'un te déboîte sous le nez et que t'as pas fait chauffer les freins avant, tu vas avoir une sacrée descente d'organes parce qu'elle va pas freiner l'auto. Et vraiment, je vous assure qu'en termes de sensation, c'est excessivement perturbant d'avoir le pied au fond du frein et qu'il se passe rien. Ah, je dis ça, non, mais c'est pas que je connais, c'est que... Et d'ailleurs, chose importante à savoir sur le carbone céramique, donc déjà il faut le faire chauffer, évidemment, sauf qu'il vaut mieux ne pas le faire chauffer en étant avec des pressions légères sur le frein, puisque sinon ça va littéralement glacer les plaquettes et tu auras le même problème, ça va beaucoup moins bien freiner. Il faut faire chauffer les freins carbone céramique avec des attaques un peu puissantes et c'est pas très agréable pour les passagers à bord. Ça va les enfants? Le sac à vomi est dans la coudoir centrale. Après, pour l'économie en ville, mine de rien, il y a un truc dont je vous ai pas parlé, c'est que lorsqu'elle sent qu'elle peut le faire, elle désactive 4 cylindres sur 8. Et le système est vraiment chouette. Alors, ils ne l'ont pas inventé, mais le système est vraiment chouette puisque tu le vois en plus s'indiquer attention, je suis bien sur 8 cylindres ou bien attention, là, je suis sur 4 cylindres. Et évidemment, dès que tu as besoin des 8 cylindres, t'inquiète pas, ils sont là, ils reviennent. Hein. Pour être 100% transparent, j'ai pas vu grand chose à la consommation, mais a priori, si c'est là, c'est que ça marche. Ou bien c'était juste pour la pollution, peut-être. Faut la remettre dans son contexte quand elles sont pas neuves. Parce qu'à l'époque, comme je le disais en intro de vidéo, elle est plus puissante et plus performante que la MG GT-R. Mais ça, c'est intéressant, oui. Cependant, il y a d'autres points qui sont intéressants. Comme par exemple qu'à l'époque, les voitures qui étaient concurrentes directes de celle-ci, bah, c'était la M5, mais qui n'existait pas en touring,
donc elle n'existait pas en break, hein, et elle était moins puissante, ou bien la RS6, mais qui était aussi moins puissante puisqu'elle avait 605 chevaux. Et du coup, à l'époque, elle cassait des culs, cette classe E. Bon, là, à l'heure où je vous parle, la E63S, elle fait toujours 612 chevaux, et en face, on a des RS6 GT qui sont plus performantes, des M5 hybrides qui sont vraiment plus performantes et qui sont sorties en touring. Bon, voilà, la concurrence, là, elle est rude. Donc, il faut qu'ils se réveillent, Mercedes, et puis il faut qu'ils sortent la nouvelle E63. Mais c'est quand même génial, hein. Ça, vraiment, il n'y a quand même pas grand-chose qui te suit, hein. Allez, mode manuel, Sport Plus, on va voir ce que ça donne. Putain, c'est agile, c'est direct, c'est fou. Évidemment, comme dans beaucoup de voitures, le mode sport, Sport Plus, alors il change beaucoup de choses. Et ce que toi tu ressens le plus, c'est à la direction plus ferme, plus précise, évidemment moins assistée, donc moins douce. La course de la pédale d'accès à droite, hein, c'est fou, hein. En confort, t'as l'impression que c'est tout mou, c'est tranquille. En mode Sport Plus et en mode race, toute la course de l'accélérateur entière, elle est en haut. Tant de dire qu'il suffit de faire taquer. Le freinage, c'est surprenant de fou parce que tu sens que l'arrière, il veut y aller tellement ça freine fort à l'avant. Et puis tellement t'es arrivé vite surtout. Il y a tout le poids de l'arrière qui se dit « Attends mon petit pote, c'est pas mal qui se passe devant, moi aussi j'aimerais voir ». Évidemment, on a pensé à la sportivité puisque le volant est mi-cuir, mi-alcantara. L'alcantara est positionné exactement là où les mains doivent être en conduite sportive, savoir globalement entre 10h10 et 9h15, qui te permet de transpirer tranquillement des mains, mais de ne pas le ressentir et de ne pas avoir le volant qui glisse, parce qu'en cuir, ça glisse quoi, tout simplement. Alors c'est dégueu par contre, hein. Ah oui, attention, c'est pas propre, il faut le nettoyer de temps en temps l'alcantara quand même. Les palettes qui sont vraiment en alu, hein, on l'entend, c'est rigide. Tous les petits boutons sont pareils, c'est très agréable de les avoir, les finitions vraiment sont chouettes sur la classe E. Agréable ce claquage. Par rapport à la RS6 C8 que j'ai essayé, rien à voir, hein, vraiment, là c'est autre chose. Le V8 déjà il existe, hein, on l'entend par exemple, et puis ça tient le parquet autrement, hein, vraiment. Alors, en conduite dynamique, il faudra me croire, parce que on n'a pas le Nürburgring, mais à l'époque de sa sortie, eh bien elle a été élue le break le plus rapide sur la Nordschleife. 7 minutes 45 et 19 centièmes, voilà, tout est dit. Putain, tu sens le transfert de puissance, c'est incroyable. Tu le sens dans ton cul. La voiture, elle fait selon la légère courbe que tu lui donnes. Et du coup, c'est hyper agréable d'avoir une voiture très organique comme celle-là. Tu la ressens vraiment bien. La RS6 C8, par exemple, tu la ressens pas du tout. Juste, elle fonce. Et puis, si t'as freiné trop tard, elle s'ouvre. Et puis, si t'as freiné trop fort en mettant de l'angle, elle survire et puis c'est terminé. Là, c'est joueur, c'est jouable. Tu peux y aller. Plantage de l'extrême, maintenant. Ça freine encore plus tôt que ce que je veux. C'est dingue, je suis obligé de relâcher les freins carrément. Du coup, je peux pas vous montrer nécessairement mieux que ça ses aptitudes dynamiques, mais par contre, elle a une petite subtilité grâce à son 4matic Plus, le mode drift. Alors, ils ont mis le mode, mais on dirait qu'ils veulent pas que vous l'utilisiez. Donc, évidemment, il faut démarrer la voiture. J'ai très clairement dû regarder la notice, hein, parce que vraiment, c'est un merdier. Il faut tout simplement passer en mode race, mettre le SP en off, mais complètement, donc avec un appui long. Il faut ensuite que je passe la voiture en mode D pour être prêt à partir. D'ailleurs, dans la notice, normalement, ils disent fermez bien le capot, le coffre et les portes. Donc, je vais le faire. Ensuite, il faut passer en mode manuel. Ensuite, il faut appuyer sur les deux palettes en même temps. Drift mode. Puis ensuite, il faut confirmer que tu veux bien y aller alors que tu as déjà fait 832 manipulations. Je confirme donc en appuyant sur la palette de droite. Et je peux enfin partir. Est-ce que ça marche ? Oui, je pense que ça marche. C'est bon, et ça marche. Sacré merdier cette histoire, je vous le dis moi. Bon, là je vais être honnête, il est pas impossible que j'avais oublié que le mode drift était enclenché. Du coup, j'ai cru que c'était un rond-point. Bon, en fait, c'était pas un rond-point, mais à culpa. En même temps, c'était écrit glissant, hein. Ils avaient prévenu, hein. Moi j'aurais dû faire attention, ah là là.
Voilà, mais c'est comme ça qu'on fait demi-tour, voilà, en fait. Il y a un moment, on n'a pas le temps de faire des manœuvres, etc. C'est trop long, les manœuvres. Si je peux faire un ajout ici qui n'a rien à voir avec la sportivité de la voiture, mais plutôt avec ses fonctionnalités, eh ben les aides à la conduite Mercedes sont vraiment au prime. Alors, on n'a pas d'Apple CarPlay sans fil en 2020, ça c'est pas top, parce que BM ils l'ont depuis littéralement 2015, mais par contre, les aides à la conduite, les assistants, c'est-à-dire le maintien de ligne et vraiment du coup le fait de suivre correctement les lignes grâce aux caméras, le fait de pouvoir avoir des freinages correctement dosés, c'est impeccable. Évidemment, on a un lift, parce qu'elle est quand même un petit peu basse, donc on a une espèce de lift pour passer les dos d'âne un petit peu trop abruptes. Et puis on a la possibilité, au cas où on serait suivi d'une RS6 par exemple, de baisser les petits appuis-tête arrière afin de mieux voir. Je sens que je suis un petit peu séduit en vrai. Alors oui, ça va être un peu bizarre pour vous, mais tout de suite, la séquence autobahn. Dans le passé. Ça y est, on est sur l'autobahn. Et comme la tradition oblige, il pleut. Bah oui, il y a eu du soleil tout le reste de la vidéo, donc forcément, il fallait qu'il y ait de la pluie un moment. Bon, pour une pointe de vitesse, on serra les fesses. Allez, voie de gauche, clignot gauche, monsieur, je suis autorisé ici, et en plus, je suis vraiment legit. Alors là, vraiment, en Allemagne, avec une Allemande, c'est voie de gauche, ça dégage. Ne vous renfrognez pas, les limitations sont respectées puisqu'il n'y en a pas. Et oui, parce que l'objectif, c'est de toucher le fond du putain de compteur de cette E63S. Sauf que pour ça, évidemment, il faut qu'on attende qu'il y ait un peu moins de bouchons pour que ce soit pas trop dangereux. D'ailleurs, vous le saurez, petite information intéressante, en Allemagne, il y a beau avoir des autobahns à portion illimitée, en moyenne, on roule moins vite qu'en France. Et oui, parce que s'il y a des autobahns, c'est qu'a priori, c'était des portions très empruntées. Et donc, en fait, tu peux pas rouler en illimité, sauf la nuit. Ce qui est notre cas. Première tentative de VMAX. Ah, c'est 120 maintenant. Alors, faut qu'on freine. Sous la pluie, c'est quelque chose. Bon, évidemment, on doit prendre beaucoup de précautions. Allez, on va se relancer pour une deuxième tentative. Vraisemblablement, soit la physique a décidé que le CX de cette E63 ne permettait pas de dépasser les 300 km/h, ou bien c'est une bride. Après, de 98, c'est bien, mais on était si proche des 300. Le fait de pouvoir rouler, cruiser à 180, 200, exactement l'exercice que je voulais faire. Parce qu'en vrai, les pointes, c'est super, mais la réalité, c'est que tu restes jamais en vitesse de pointe quand même. Cruiser, en fait, à 200, c'est bien pratique pour gagner du temps sur tes itinéraires. Une super surprise en vrai d'insonorisation parce que vraiment je m'attendais à pire et tu peux très bien cruiser sans problème à 180. À partir de 200, tu commences quand même à avoir du souffle. Bon, faut pas se mentir, à un moment l'aérodynamisme escalait. Dans le présent. Hop. Ouais. Comme un vieux. Ah bah c'est quand même une voiture qui a cette image, donc je m'adapte quand même, tu vois, c'est important. Alors déjà les clés, elles sont plutôt chouettes parce qu'elles sont vraiment AMG-esque, avec le petit blason, avec l'écrit dessus. Donc les clés sont plutôt mignonnes, ok, mais surtout... Bonjour, j'ai 63 ans. Je suis tout juste à la retraite et je peux enfin me payer ma petite classe E. Bon, effectivement, là, c'est une E63S. Il était sûrement avocat ou notaire. Mais ce petit point prix est intéressant puisque cette voiture, en fait, on pourrait s'imaginer qu'elle dépasse largement les 100 000 €, etc. Bah, en fait, pas du tout. Pour un millésime 2020 comme celui-là, 2019, pardon, je dis peut-être des bêtises, en fait. J'ai dit 2020 tout à l'heure, en fait, c'est 2019. Eh bien, en fait, elle a 20 000 bornes seulement et elle coûte un peu moins de 80 000 €. Voilà, voilà. Shut up and take my money. Effectivement, c'est beaucoup d'argent, mais en même temps, je dirais que pour 612 chevaux et les prestations que la voiture offre, d'occasion, alors ça a pris une décote fulgurante, parce que neuf, c'était plus proche des 200 000 que des 100 000. Bah là, c'est-à-dire qu'elle est encore neuve, elle a 20 000 bornes. Vous voyez l'esthétique, il est impeccable, et ça vaut moins de 80 000 €. J'ai pas beaucoup d'exemples équivalents en termes de prestations-prix. Donc voici la note que je donne à cette voiture. Les sièges massants, on oublie. Pour conclure, évidemment, cette voiture remplit clairement ce que j'en attendais. Pour le coup, c'est assez rare que je sois sur un truc où j'attendais quelque chose et je suis pas ni déçu ni surpris. Je suis légèrement surpris par les perfs parce que c'est quand même très costaud et légèrement surpris dans le sens négatif par le confort. Comme je vous en ai parlé, c'est ça mes deux points vraiment qui en ressortent. C'est sympa quand même. Puis la config, putain, elle est belle, elle est sobre, vraiment je suis amoureux. Merci d'avoir regardé ce contenu, j'espère qu'il vous a plu. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve très prochainement sur la chaîne. Et puis abonnez-vous, allez nous rejoindre sur Instagram si vous le souhaitez, on peut discuter par MP, message privé. On dit encore ça? Les jeunes disent ça? Je suis pas sûr. Je retourne dans ma voiture de vieillard, je vous embrasse, je vous estime. Aïe. Ouais non mais il n'y a pas de vieux qui peuvent rentrer là-dedans, je vous le dis. Eh merde, je me suis encore fait avoir. Waze qui me dit qu'il faut que j'aille à gauche, puis en fait à droite. Non mais n'importe quoi. Allez, à plus.